Bonjour, nous sommes Maïsan Selmani, Théo Pakou, Axel Pouillot et Ali Janati, et nous travaillons sur le sujet d'IPT des vers chantants. Nous étudions donc la situation particulière de la collision de deux vers que l'on tient entre nos doigts. En effet, lors de cette expérience, le son émis est caractérisé par un sweep de fréquence particulier, phénomène que nous allons chercher à caractériser. Nous commençons notre travail en ayant deux pistes. Soit le sweep de fréquence est dû aux collisions entre les deux vers, dont la fréquence augmente avec le temps, jusqu'à ce que le son émis atteigne une fréquence dans le domaine de l'audible. Ou alors, au contraire, ce sweep est dû à un couplage entre les deux vers. Couplage qui modifie alors la façon avec laquelle le vers vibre au cours du temps, et produit alors le phénomène observé. Essayons donc, à travers nos expériences, de déterminer laquelle de ces deux hypothèses est valable. Dans un premier temps, nous allons voir que l'augmentation de fréquence est due à la diminution de la période entre les pics. Voici le montage expérimental que nous avons mis en place pour faire s'entrechoquer les deux vers, et voici le type de signal que nous avons obtenu à l'issue de nos expériences. Ces enregistrements sont à la base de toutes nos interprétations. Ils représentent l'intensité sonore en fonction du temps. Nous pouvons observer quelques grands pics qui correspondent aux collisions et les vibrations des vers entre ces pics. Nous appelons échantillon court la partie du signal correspondant à la zone entre deux pics. Tout d'abord, si le choc était dû à la modification des vibrations inhérentes à chacun des deux vers, on devrait voir une modification de ces vibrations entre les pics. Sur ce graphe, nous avons superposé 10 échantillons courts issus d'un même signal, sans les modifier. On constate clairement qu'il n'y a aucun changement dans la façon dont le verre vibre, et ce, tout au long du signal. Ensuite, nous avons réalisé 4 transformées de Fourier pertinentes. Nous comparons d'abord la transformée de Fourier de deux échantillons courts, l'un issu du début du signal, l'autre de la fin du signal. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de différence entre les deux, ce qui est en accord avec ce que nous avons vu précédemment. Ensuite, nous avons comparé la transformée de Fourier de 10 échantillons courts issus du début du signal et de 10 échantillons courts issus de la fin du signal. Nous pouvons voir que la transformée de Fourier de 10 échantillons courts de la fin présente des composantes fréquentielles à des fréquences plus élevées que celles des 10 échantillons courts issus du début du signal. Puis, nous avons enregistré la séquence correspondant à la période entre les collisions. À partir de là, nous avons pu retracer le graphique de la fréquence entre les collisions en fonction du nombre de collisions et la fréquence en fonction du temps. Nous voyons clairement que cette fréquence passe à travers le spectre audible, des sons graves aux sons plus aigus. Par conséquent, nous pouvons dire que la première hypothèse est plausible. Le changement de fréquence est dû à la répétition de plus en plus rapide des chocs. Avec les données de la période des collisions, nous avons pu établir un modèle physique et mathématique de la loi des périodes. Enfin, nous avons créé un son artificiel en répétant le même échantillon court, mais de plus en plus rapidement en suivant le modèle mathématique établi. Nous obtenons alors un son avec le balayage de fréquence. Cela confirme notre théorie précédente. Cependant, le son semble un peu étrange. Pour corriger cela, nous avons enregistré et modélisé de la même manière l'amplitude des pics et nous multiplions l'échantillon par cette amplitude. Nous obtenons enfin un son réaliste. Nous avons donc conclu que le balayage était dû au fait que la fréquence des collisions augmente de plus en plus jusqu'à ce que le son devienne audible. Mais pourquoi la période des collisions diminue-t-elle? Peut-on trouver un modèle qui l'explique? Nous avons donc essayé d'établir un modèle pour notre système de deux vers qui s'entrechoquent pour déduire des lois théoriques plutôt simples et comparer ces lois théoriques avec les résultats expérimentaux. Donc le modèle qu'on a pris pour ces deux vers qui s'entrechoquent, c'est deux pendules qui s'entrechoquent. Donc sur ces photos, on voit la correspondance entre les deux vers qui s'entrechoquent et le modèle physique des pendules. Donc on voit que pour les vers, souvent, l'angle au moment du choc, noté alpha ou θ, est positif. Mais sur la photo de gauche, on voit que pour les pendules, s'ils sont suffisamment écartés, cet angle au moment du choc peut aussi être négatif. Un peu de maths maintenant. Donc on va présenter les différentes hypothèses. La première, c'est que l'énergie cinétique suit un coefficient de restitution constant. On fait l'hypothèse que le pendule suit l'équation des pendules simple. On obtient l'équation ci-dessous de θ de t, où θ point est la vitesse angulaire au moment du choc, donc c'est directement relié à l'énergie cinétique. Enfin, quand on écrit que θ au bout de Tn, ça retourne à θ0, on obtient une équation. Donc les résultats. Sur le premier graphe, on voit que
pour des grandes plages de vitesse angulaire, il n'y a pas de relation simple entre la période entre les chocs et la vitesse angulaire au moment du choc. Cependant, si on estime des vitesses angulaires qu'on a expérimentalement, sur ces plages réalistes de vitesse angulaire, on a une relation linéaire entre la période et la vitesse angulaire. Cette relation linéaire écrite en bas à gauche nous permet tout simplement de déduire la loi des périodes qui est elle aussi géométrique de paramètres, racine de epsilon. Donc concernant l'amplitude, en fait on fait simplement une hypothèse que l'énergie du son obtenue au micro est proportionnelle à l'énergie cinétique, donc on a aussi une loi. Vu que l'amplitude c'est souvent la racine de l'énergie, on a une loi qui dit que l'amplitude est aussi géométrique de paramètres, racine de epsilon. Donc nous allons maintenant vous présenter nos résultats expérimentaux. On a fait 4 expériences. Donc la première, logiquement, a été de vérifier que les deux pendules respectaient bien les lois théoriques qu'on a établies pour les pendules. Ensuite, nous avons vérifié que les verres se comportaient bien comme des pendules et suivaient bien les mêmes lois. Enfin, nous avons voulu voir si la forme et la nature du matériau pouvaient impacter sur le coefficient de restitution epsilon. Donc nous avons fait 2 expériences, un pendule sur un mur en acier et un pendule sur un mur en plastique. Donc, concernant l'expérience pour les 2 pendules qui s'entrechoquent, donc les résultats sont clairs. Les logarithmes en amplitude et en période sont très fortement linéaires. Donc quand on fait les régressions, on est doublement satisfait car on trouve le même coefficient de restitution pour l'amplitude et pour la période. La conclusion de cela, c'est que oui, les pendules respectent bien la loi théorique qu'on a vue précédemment. Qu'en est-il des verres? Donc, on voit déjà que les verres suivent aussi cette loi théorique. Et on voit qu'en faisant la régression, on trouve toujours des coefficients de restitution relativement proches et précis. On pense qu'on peut quand même conclure en disant que notre modèle est relativement correct, que les 2 verres se comportent 2 pendules. Ensuite, nous avons voulu faire varier la forme en faisant rebondir un pendule sur un mur en métal. Donc les pics décroisent très vite, donc il y en a peu. Donc il y a peu de pics sur le graphe, ce qui fait qu'il y aura peu de points sur la courbe et du coup les régressions seront de moins bonne qualité. Ensuite, on voit qu'il y a beaucoup plus d'atténuation. Donc c'est ce qu'on attendait, moins de points et un coefficient bien plus faible, 0,7. C'est encore pire avec le mur en plastique. Donc on voit ici que ça décroît aussi très vite. En fait, on a une décroissance de un coefficient de restitution d'à peine 0,5. En conclusion, nous avons confirmé à travers l'étude expérimentale que l'origine du sweep de fréquence était due au rapprochement des périodes de collision, jusque dans le domaine audible. En effet, nous avons pu ensuite établir une loi des périodes pour générer une modélisation numérique du son des vers chantants. Cette modélisation s'est avérée tout à fait réaliste. Finalement, nous avons cherché un modèle physique s'appliquant à notre système. Après avoir approfondi le modèle du pendule, notamment en tenant compte des chocs élastiques et donc de la restitution d'énergie cinétique, nous sommes parvenus à un modèle physique convenable liant correctement les périodes décroissantes des chocs avec la vitesse angulaire initiale.